Amis nationalistes, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence Jeunes Nation, l'émission des jeunes nationalistes. Je suis aujourd'hui avec 4 intervenants pour cette émission. Tout d'abord, Koba, bonsoir. Bonjour Hilda, bonjour à tous les auditeurs. J'ai Bruce aussi avec moi. Salut Bruce. Salut Hilda, salut à tous nos auditeurs. Cédric, comment vas-tu Cédric ? Écoutez, impeccable sous le magnifique soleil de Provence en ces fêtes. Bonsoir à tous. Et Jacques, comment vas-tu Jacques ? Salut Elia, très bien. Bonsoir à tous les autres intervenants, ou salutations à tous les autres intervenants et salutations à tous nos auditeurs pour cette nouvelle émission de Fréquence Jeunes Nation. C'est parti. Oui, c'est parti. On va commencer avec un premier sujet qui est celui du drapeau européen, parce que je pense qu'il souligne l'idée qu'un fossé est en train de se creuser entre, disons, une certaine frange identitaire et le camp nationaliste plus radical. En effet, comme vous le savez, les élus de RN des municipales ont pour certains commencé à retirer les drapeaux européens, les drapeaux de l'Union européenne des frontons des mairies, et on a vu que certains se sont interposés, notamment Marion Maréchal, mais aussi par exemple Julien Rochdy, qui ont critiqué ce retrait des drapeaux européens au motif en fait que c'était une réaction populo-conspi, on pourrait dire, donc c'était tout à fait ridicule de procéder à ce retrait-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez Hilda, je pense que ce fossé creusé à travers la symbolique du drapeau européen souligne bien, on va dire, l'émergence de deux camps dans les années à venir, à savoir les identitaires et les nationalistes authentiques que nous sommes, qui sommes fidèles à une doctrine, qui sommes fidèles aux lois de physique sociale qui animent les sociétés humaines traditionnelles. Et c'est vraiment le fossé qui marque la différence entre la doctrine et l'idéologie. Je pense qu'on est vraiment revenu au temps des idéologies, mais dans le plus mauvais sens du terme, si j'ose dire, parce que là, on fait vraiment un retour en arrière de 50 ans, voire plus, car on est ramené vraiment à l'époque de la guerre froide, car on voit apparaître un virus qui est celui de l'occidentalisme, et qui est celui finalement de la volonté d'une alliance pan-occidentale en géostratégie, avec un soutien envers le progrès technique, une certaine vision prométhéenne, une vision assez matérialiste et hédoniste finalement, qui s'oppose à la vision du monde nationaliste, à la doctrine nationaliste telle qu'elle existe, telle qu'elle a été formulée par nos maîtres à penser. Effectivement, cette histoire du drapeau européen, qu'on pourrait remettre en parallèle avec les différentes actualités, c'est-à-dire par exemple la guerre en Iran, montre qu'il y a un fossé de plus en plus profond entre deux tendances dans ce que les médias appellent l'extrême droite ou l'ultra-droite, c'est-à-dire ceux qui vont être des occidentalistes, comme l'a dit Koba, qui étaient hier des identitaires, mais qui aujourd'hui, on voit bien une évolution dans le camp identitaire qui tourne à l'occidentalisme, et de l'autre côté, les nationalistes qui vont rester sur des positions traditionnelles de défense de la France. Ça se voit de plus en plus, et de plus en plus flagrant, et effectivement, sur la question du drapeau européen, on se rend compte que des gens qui étaient classés plus à droite, plus à l'extrême droite, que le Rassemblement national, finalement, sur certaines questions, on a l'impression qu'ils se retrouvent plus à gauche. C'est le cas de Julien Rochdy, c'est le cas d'un certain nombre de personnes de ce camp, d'un certain nombre de figures de proue du camp identitaire, qui interviennent d'ailleurs dans un certain nombre de colloques. Julien Rochdy a intervenu au congrès de l'Academia Christiana à Paris. Je ne sais pas s'il interviendra pas à l'Iliade. Donc on voit bien qu'ils ont quand même une influence réelle sur ce que les médias appellent l'ultra-droite, c'est-à-dire la droite qui n'a pas le camp national, qui n'est pas influent au niveau électoral. Donc on voit bien que c'est des personnalités qui ont une importance, mais qui, sur certaines questions, on a l'impression qu'ils se retrouvent plus à gauche, finalement, que certains élus du Rassemblement national, et des élus pourtant qui sont complètement délirants. Je pense à Carla Muti, je crois qu'elle a fait retirer le drapeau européen, mais d'un autre côté, elle a fait célébrer un mariage homosexuel, et elle s'en est vantée, etc. Bref, on se retrouve avec des personnalités comme Julien Rochdy, qui interviennent et qui essaient d'influencer
le camp nationaliste, le camp national radical, mais qui, sur un certain nombre de questions, se retrouve beaucoup plus à gauche que le Rassemblement national, se retrouve beaucoup plus aligné sur les positions du système. C'est par exemple le cas de la guerre en Iran, où tout le camp occidentaliste se situe derrière Trump, sans réserve. Voilà. Je vais mettre les pieds dans le plat un peu plus brutalement, vous m'excuserez, mais c'est typiquement le terme de populo-conspi, qui est employé par Rushdie, il est employé par d'autres, et finalement, quand on regarde un peu qui sont ces gens qui utilisent ce terme pour nous décrire, nous faire passer pour des sauvages, des abrutis, des arriérés, qui sont en pleine crise d'adolescence, qui n'ont pas fini leur crise d'adolescence, pour citer un dénommé fort, ont cette volonté justement de nier les nations et de combattre au nom d'un prétendu occidentalisme. Mais en réalité, quand vous regardez bien les positions des uns et des autres, ils sont tous pro-israéliens en réalité. Et ils considèrent qu'ils sont dans ce délire du judéo-christianisme. Voilà, dans ce délire que l'Occident serait le fait du judéo-christianisme, que ce serait une seule entité. Disons qu'on est arrivé à un stade encore pire que ce que pouvait défendre en son temps Dominique Vénère. Dominique Vénère, en son temps, défendait l'idée qu'il y avait un bloc soviétique d'un côté et le bloc américain de l'autre. Il devait y avoir un bloc européen, en fait, au milieu. Mais quand Dominique Vénère parle de ça, lui, il pense aux peuples blancs d'Europe qui s'unissent pour former une sorte d'empire européen pour contrebalancer le pouvoir des soviétiques d'un côté et des américains de l'autre. Mais là, on est arrivé vraiment dans un stade encore plus pernicieux, encore plus terrible. C'est-à-dire que ceux qui nous vendent une espèce d'occidentalisme sur fond d'européisme le font non plus au nom d'une race, d'un peuple et d'une civilisation, mais d'une prétendue civilisation qui est celle de la judéo-chrétienté, et donc forcément soumis à Israël. Quand vous prenez un des derniers bouquins de Julien Rochdy, alors ce bonhomme-là, je pourrais vous en parler, hein, vous connaissez tous l'anecdote que j'ai en tête, mais c'est en fait, c'est le gars, comme beaucoup de son type, vendent un service clé en main pour les sionistes qui sont en France, en disant, bah, écoutez, oui, nous on a un problème avec l'islam, et pour vous aussi, bah, si vous voulez, nous les FAF, on va aller casser la gueule aux musulmans, et puis comme ça, après, on pourra s'entendre, on pourra négocier. Mais ce qu'il n'a pas compris, en réalité, c'est que eux, ils n'ont pas envie de négocier avec nous, et qu'on ne peut pas... On ne peut pas accepter d'avaler toutes les couleuvres possibles pour essayer de se faire accepter par des gens qui, par définition, n'acceptent pas nos vieilles nations catholiques, romaines, grecques et latines. Nous sommes leur opposé complet. Derrière leur position, on sent même tout le problème que soulignait déjà Maurras en son temps à travers sa critique de ce qu'il nommait déjà le romantisme en politique. C'est-à-dire qu'en fait, on part de sa sensibilité personnelle, esthético-littéraire et autres, et on en fait un programme politique. Je suis désolé, je le rappelle assez souvent, mais ce n'est pas ça de la politique. Ce n'est pas raisonner à partir de son émotion, faire primer la forme sur le fond. C'est le primat du fond sur la forme, c'est la primat de la raison sur l'émotion. Et je pense que ces gens-là ont tendance à l'oublier. Mais c'est que, en fait, ces gens-là, les Rochdy, les Faure, les machins, et Marion Maréchal, ils nous traitent de populo-conspi, et eux, ils osent s'appeler, ils se définissent comme étant la droite normée, qui eux considèrent être la droite normale, donc la droite des gens bien, raisonnables, etc. Moi, j'appelle ça la droite des mecs qui n'ont pas de couilles. Voilà, tout simplement. Je veux dire, les gars, ils n'ont pas de courage. En fait, ils se présentent comme étant des mecs courageux, vaillants, qui prennent position et autres. Ils sont invités dans plein d'événements, par exemple l'Iliade ou Academia Christiana ou autres. Mais en attendant, ces gars-là, pourquoi ils sont invités sur certains événements? C'est pas parce qu'ils ont des positions radicales, c'est juste parce qu'ils n'attaquent pas le fond du problème. Donc, ils ne sont pas attaqués par l'ennemi. Ils ne sont pas attaqués par nos ennemis. Je veux dire, Julien Rochdy, typiquement, j'aimerais bien savoir combien il y a eu de procès pour ses écrits ou autres. Il y a beaucoup de gars comme ça. Bien. Alors, déjà, effectivement, c'est vrai que tu nous rappelles que l'une des phrases du menhir était l'usine la plus nécessaire en France, était l'usine à couilles. Mais pour revenir rapidement sur ce que disait Koba, alors effectivement, oui, le romantisme. Alors, j'aimerais juste faire une petite remarque sur cette phrase, et après je passe à mon analyse de cette petite polémique, puisque c'est parti donc du drapeau de l'Union européenne sur les mairies. Après, on pourrait dire que Charles Maurras lui-même n'a pas su tout le temps l'appliquer, notamment avec son comportement envers l'Allemagne et le fait qu'il n'a pas su dépasser ses sentiments hostiles envers cette nation, ce qui lui a coûté très cher.
Maintenant, pour revenir à cette polémique du drapeau de l'Union européenne, donc oui, qui est parti, je crois, avec le maire de Carcassonne, qui était reine, qui a retiré le drapeau. On l'appelle déjà le Trump de l'Occitan. Je pense que ça doit lui faire plaisir. Et effectivement, ou alors d'un autre maire qui s'appelle Anthony Gareno Glinskowski, qui l'a retiré, donc le maire de Arnes, commune du Pas-de-Calais. Et alors que voilà, et un peu éloigné de Carcassonne, si je veux dire. Ce que je trouve assez amusant, c'est de voir qu'effectivement, tous ces gens qui nous insultent, donc les Rochdi, tout ça, sont quand même plus monarchistes que le roi, si j'ose dire, au point où même le RN, qui est quand même un parti qui a tout grogné, et ben même quand ils font un truc qui a une action qui symboliquement est positive, qui consiste à dire que le drapeau d'une organisation, voilà, qui vole l'argent des gens, faut quand même le rappeler, parce que l'argument qui dit oui les subventions de l'Union européenne, non, elle prend de l'argent aux gens et elle leur donne une partie, ça s'appelle du racket. Et bien même quand elle prend des positions qui sont évidemment positives, même si c'est symbolique, eh bien ils viennent expliquer que non, c'est très et puis c'est très lâche, puisque la plupart en fait n'ont pas du tout une idée derrière la tête, c'est juste pour mieux passer. Ça me pensait d'Alain Conversano qui s'en est plaint parce qu'il disait ça va faire perdre des votes de gens qui ont peur que le RN veuille sortir de l'Union européenne. Donc ça n'est même pas une position d'idée, c'est juste une position de stratégie à 2 centimes pour gagner les votes de quelques électeurs. Voilà. On est passé de parachutistes militaires à la tête du FN et à des radicaux qui étaient tout aussi, calibrés à ce genre de cirque où le simple fait de retirer un drapeau, c'est déjà trop pour certains. Ce qui est quand même assez ridicule. Oui, je voulais rebondir sur les propos de Cédric qui soulignait le fait que les identitaires et toute cette frange de droite, disons, se revendiquent comme étant normés. Et finalement, c'est la droite normée, donc il y aurait une volonté de normalisation. Et est-ce qu'on peut considérer qu'il y a de leur part une volonté justement de marginaliser les nationalistes authentiques? J'en veux pour preuve, par exemple, les derniers articles qui sont parus sur le blog de Julien Rochdi, qui s'appelle le dernier, c'était Les castrats de la dissidence, et un autre qui est paru un petit peu auparavant, La guerre civile idéologique entre souverainistes dissidents et identitaires de droite. Donc Julien Rochdi nous parle quand même de guerre civile idéologique, ce qui est quand même un terme assez fort. Est-ce que vous rejoignez Julien Rochdi sur le fait qu'il y a aujourd'hui une rupture qui, qu'on le veuille ou non peut-être, est en train de se faire, ou est-ce que vous pensez peut-être que c'est les identitaires qui sont en train de créer cette rupture? Est-ce qu'elle est bénéfique? Est-ce qu'elle existe? Qu'en est-il? Alors évidemment, je pense qu'il y a une rupture nette entre les identitaires aujourd'hui et les nationalistes. On l'observe sur un certain nombre de points, sur les idées notamment. Les idées ne sont plus les mêmes. On l'observe également sur les questions stratégiques, c'est-à-dire ceux qui vont être tout le temps dans le sens de il faut influencer le RN, il faut faire de l'entrisme au sein du principal parti français qu'est le RN, il faut à tout prix que le RN passe au pouvoir, et ceux qui vont dire il faut créer une alternative au RN, il faut créer une alternative authentiquement fondée sur nos idées, une alternative nationaliste. Donc une question des différences au niveau des idées, des différences au niveau de la stratégie, des différences au niveau géopolitique. On le voit bien sur chaque question géopolitique. Désormais, il y a une fracture nette entre les identitaires et les nationalistes. Là, la dernière fracture, c'est sur la question de la guerre en Iran, où les identitaires embrassent complètement la cause occidentaliste et soutiennent sans réserve Netanyahou et Trump, là où les nationalistes se montrent beaucoup plus sceptiques à cet égard et sont davantage du côté de l'Iran. Donc sur tous les points, il y a une véritable fracture, et en plus, effectivement, il date, tu l'as dit, elle est théorisée, cette fracture, elle est théorisée notamment par Rochdi. Donc du moment qu'il y a une fracture, qu'elle est théorisée ensuite, cette fracture, parce que les articles de Rochdi que tu as cités, je les ai lus, ils sont
ce ne sont pas des articles bas de gamme, ce sont des articles qui restent intéressants et qui posent bien ce qu'est aujourd'hui le camp national, qui est bien divisé entre deux tendances. Et c'est des articles d'ailleurs que je conseille de lire parce que c'est vraiment un tableau qui est fait. Il y a bien sûr la subjectivité de Rojdi qui embrasse un camp qui est pour nous le mauvais camp, mais il y a malgré tout un tableau qui est bien brossé de la situation, avec un affrontement qui est réel entre ces deux camps, et en plus il est théorisé, ça veut dire qu'il parle de guerre civile idéologique, ça veut dire qu'il est en guerre, à titre personnel, contre l'autre frange, c'est-à-dire les nationalistes, que dans un article il nomme souverainistes dissidents, ça veut dire simplement dissidents, c'est-à-dire ceux qui sont critiques vis-à-vis du système, qui se posent en alternative au système, donc qui ont une attitude révolutionnaire, et souverainistes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas renié à côté de la défense de l'identité, la défense de la souveraineté, ça veut dire ceux tout simplement qui sont restés nationalistes. Autrement dit, les nationalistes révolutionnaires contre identitaires de droite, c'est-à-dire de droite, ça veut dire dans le système, et identitaires, ça veut dire ceux qui n'abordent qu'une question par peur des autres, c'est-à-dire ceux qui dans le système sont de droite mais sont judéo-serviles, pour faire simple. Donc, C'est sûr que Rojdi, il oppose deux visions de l'histoire, c'est-à-dire la vision de l'histoire mécaniste que eux ils adoptent et qui nie absolument toute volonté dans l'histoire humaine. C'est la négation du volontarisme qui finalement aboutit à une position incapacitante de facto. Alors, C'est dans l'article précédemment, dans des articles, il lui-même le met en avant en disant que ce qu'il appelle les dissidents souverainistes ont une vision intentionnaliste de l'histoire, là où ce qu'il nomme les identitaires de droite auraient une vision plus mécanique de l'histoire. Effectivement, il nous reproche d'avoir une vision où l'histoire est le résultat d'une intention humaine, c'est-à-dire de la volonté des hommes. Et il reproche ça précisément, il nous reproche ça. Et effectivement, c'est un beau reproche puisque dans le nationalisme, ce qui fait l'histoire, c'est la volonté des hommes, c'est la volonté des peuples. Donc c'est vraiment ce que nous sommes. Nous sommes intentionnalistes, nous croyons en l'intention, nous croyons en la puissance de la volonté. C'est ironique d'ailleurs parce que sa logique qui consiste à... Alors j'ai plus le terme, mais en gros, que l'histoire est en fait une espèce de courant contre lequel les gens ne peuvent s'opposer. Enfin, c'est-à-dire, ce qui se passe n'est pas dû à l'attention des hommes, mais au mouvement humain de la nature et de l'histoire. C'est marrant parce que c'est ce que disent exactement les gauchistes quand ils justifient l'immigration de masse et la décadence des mœurs. Donc en fait, c'est là où on voit que Julien Rojdi embrasse les thèses qu'utilisent les adversaires du pays pour justifier sa bouillie idéologique pourrie. Alors effectivement, il considère donc que il doit y avoir une séparation qui est faite. Maintenant, c'est pas nouveau, ça se voit peut-être plus aujourd'hui, mais il faut quand même rappeler que l'identitaire, à la base, Herbert Hyssen l'avait rappelé, c'était créé pour aller dans un autre sens de stratégie, selon eux, que le groupe Unité Radicale de Christian Bouchet, qui était de ne pas aborder, donc qui était pour Unité Radicale d'aborder la question juive, et donc les identitaires se sont créés pour ne pas l'aborder parce que il faut pas choquer, il ne faut pas parler de tel sujet. Et moi, j'ai plus l'impression qu'à la limite, ça se voit plus avec Internet et avec des gens qui sont spécialisés dans le fait de se faire remarquer par des déclarations choc. Mais ça a toujours été latent. Ceux qui préfèrent les partis à leurs idées, ceux qui préfèrent le confort au réel combat. Donc je dirais pas que c'est quelque chose qui est récent, je dirais que ça a toujours existé. Et ce qui rend, alors après, ce qui rend d'autant, ce qui a changé, c'est le côté détestable de cette posture, puisque par exemple, on pouvait avoir ce genre de situation à l'époque du Parti des Forces Nouvelles, dans les années 70, mais eux ont, si j'ose dire, une excuse, c'est qu'ils n'avaient pas l'expérience qu'ont eu des autres. Alors que ceux qui actuellement ont cette stratégie ont l'histoire pour voir que ça n'a pas marché, cette stratégie qui consiste à vouloir jouer avec le système à ses propres règles. Oui, en dehors même du fait de vouloir jouer avec le système en passant par ses propres règles, comme tu dis, ce qui est proposé finalement par Rojdi, concrètement, c'est de faire des projets concrets à notre échelle,
mais en fait en se normalisant et en s'intégrant au monde, au système, donc en fait devenir quelqu'un du monde. Et ce qu'il propose en réalité, c'est abandonner toute posture politique qui est trop radicale et qu'il compare dans ses articles justement au chant d'un castrat impuissant. C'est vraiment la comparaison qu'il utilise. Et donc, ça m'amène à vous poser la question, est-ce que finalement, il n'y aurait pas un lien avec quelque chose qu'on peut constater, qu'on a constaté déjà il y a quelques temps, enfin depuis quelques temps, cette tendance à vouloir délaisser le politique au profit de ce qu'on appellerait ce que j'appelle personnellement la nébuleuse, mais ce qui s'appellerait le parapolitique. Oui, tu as tout à fait raison, Hilda, d'évoquer ce confusionnisme parapolitico-politique, qui est un véritable sujet au sein de la mouvance nationaliste française, parce que là, il s'agit de la méthodologie d'action et de la stratégie, mais ça va même plus loin que ça, parce qu'on va avoir tendance à substituer le parapolitique au politique. Alors, pour l'expliquer à nos auditeurs, pour qu'on soit bien clair, le parapolitique, c'est désigne toutes les activités qui gravitent autour du politique sans être du politique. Donc c'est par exemple, c'est le volet communautaire, former des communautés autonomes à la campagne, dans les villes, c'est faire de l'action sociale, c'est faire de l'action associative, c'est ce que Pierre Fido s'appelait les corps intermédiaires de la Révolution nationale. Mais le problème, c'est qu'on ne peut se contenter des corps intermédiaires. On ne peut penser que, que le politique peut être substitué par le parapolitique, ou encore que le politique va découler naturellement du parapolitique par la magie du temps, avec une communauté accumulée les unes aux autres, et qui vont former petit à petit un contre-État. C'est que, en fait, c'est pas le contre-État qui va naître de la contre-société, c'est le politique et le parapolitique qui se mettent de concert, en parallèle, parce qu'en fait, on travaille à la reconquête de l'État. Si on n'a pas accès à l'État français, d'autant plus que on vit quand même dans un pays avec une tradition de l'État-nation assez forte, assez centralisée, donc ce qui rend la reconquête de l'État d'autant plus primordiale. Donc c'est quand même important d'accentuer sur la reconquête de l'État pour avoir les leviers de commande, pour sécuriser justement ce parapolitique, justement, parce que le parapolitique, la métapolitique, le communautaire ne peut suffire à lui seul à remplacer le politique au XXIe siècle. Faire de la politique autrement, ça ne se fait pas. La politique reste toujours d'actualité, évidemment, parce que c'est la condition pour arriver au pouvoir et imposer nos idées. C'est un peu, c'est là, l'ami Koba m'a coupé l'herbe sous le pied et je souscris totalement à ce qui vient d'être dit. Mais j'ai même envie d'aller un peu plus loin. En réalité, il n'y a pas de politique ou de parapolitique, il y a la politique. Nous, en tant que militants nationalistes, nous adhérons à des principes politiques. Et typiquement, ces principes politiques se retrouvent certes dans le combat sur la scène publique, lors des événements qui peuvent être organisés ou auxquels nous participons, mais ils se manifestent aussi dans notre quotidien, que ce soit dans notre vie sentimentale, notre vie familiale, notre vie professionnelle, notre vie civile. On fait H24, je répète sans cette phrase, de Maurras, tout est politique. Donc typiquement, moi, quand je me lève le matin, je suis nationaliste, j'agis en nationaliste. Quand j'élève mes enfants, que je suis avec mes enfants, j'agis en nationaliste. Quand je suis avec mon épouse, j'agis en nationaliste. Quand je suis au travail, je fais mon travail comme doit le faire un nationaliste. Quand je suis au village, au café, chez moi, que je discute avec les gens et que je me promène dans la rue, que je croise mes voisins, je me comporte en militant nationaliste, c'est-à-dire en personne bien élevée, qui est au courant de ce qui se passe. Il y a toujours eu effectivement des gens qui se sentaient plus de partir dans tel type d'action, ce qu'on appelait le parapolitique, c'est-à-dire monter des communautés, faire des publications, faire ce genre de choses. Mais en réalité, c'est un tout, c'est un ensemble, et il faut pas penser effectivement que le parapolitique supplante le politique ou le politique le parapolitique. Il n'y a que la politique, il n'y a que le combat politique. Ce sont différentes facettes, mais en réalité, c'est un seul et même objectif. Et ceux qui se contentent de faire du parapolitique ont sens dans l'erreur. Ceux qui se contentent de ne faire que de la politique, et pire encore, de la politique électoraliste, et qui se contentent uniquement de faire ça, sont là pour le coup non plus dans l'erreur, mais dans l'hérésie la plus profonde. Je rajouterais qu'en fait, c'est un peu comme l'opposition identité et souveraineté, c'est ce que dit souvent Ivan Benedettis, les deux vont ensemble.
Et donc c'est pour ça que et les identitaires et les souverainistes ont, quelque chose qui leur manque, puisque on ne peut défendre son identité que si on est souverain, et on ne peut défendre que sa souveraineté si on est conscient et fier de son identité. Voilà, je résumerai un peu ce constat et cette nécessité d'allier les deux. C'est exactement ça, parce qu'il faut penser en termes d'articulation, en fait, et que on tombe facilement dans l'absolutisation d'un élément. C'est-à-dire qu'en fait, en titre de rappel, la France, c'est un territoire, une langue, un substrat biologique, une religion, un État-nation. Et à partir du moment où on absolutise un de ces éléments, qu'on procède à du réductionnisme finalement, et ben on tombe dans l'idéologie. Et c'est ce que font les identitaires, les occidentalistes. Ils absolutisent la race en oubliant que la race, c'est important, certes, on vit dans un contexte d'urgence démographique qui est bien réel, mais c'est un fait qui est prépolitique. Ça relève de l'ordre naturel, de la physis. Ça relève de la famille, du clan. Alors que la cité, justement, est ordonnée, par raison pratique, à un bien commun supérieur, justement, et transcende, finalement, cette question naturelle. Mais ça, malheureusement, les identitaires, par leur carence de formation, oublie et finalement tombe dans l'idéologie. Par conséquent, et on en revient à la dialectique de l'idéologie et de la doctrine nationaliste. Et effectivement, cette absolutisation ou cette idée de ne promouvoir que le métapolitique ou tout ça, c'est une incidence directe sur la stratégie de normalisation, sur la volonté de se normaliser. En réalité, j'ai envie de dire, au risque de choquer, que tout le monde a envie de se normaliser, qu'on soit identitaire ou nationaliste. Sauf être un rebelle, être en dehors de la norme, un rebelle immature, être en dehors de la norme n'est pas quelque chose de supportable. C'est pour ça que nous sommes révolutionnaires, ça veut dire que nous voulons devenir la norme sociale. Nous voulons que notre mode de vie, nos idées deviennent la norme. C'est pour ça que nous sommes révolutionnaires, que nous ne sommes pas seulement des rebelles. Mais effectivement, si on veut se normaliser, lorsqu'on absolutise un seul des éléments, le risque, ça va être de vouloir laisser toutes les autres questions qui sont un frein à la promotion de notre élément, les passer sous le tapis. C'est ce que font les identitaires. Ils n'abordent jamais la question juive, par exemple. Ils n'ont aucune référence historique au passé proche ou lointain du nationalisme, dans le seul objectif de normaliser une seule idée, l'idée identitaire, l'idée de l'identité, et sur toutes les autres questions, les questions sociétales, sur tout un tas de questions, ils finalement renoncent au combat pour normaliser une seule idée. Finalement, on voit bien qu'ils essaient moins de normaliser un système de pensée que normaliser leur propre personne finalement. C'est ce que font les Rushdie, c'est ce que font de manière plus générale les identitaires. Ça veut dire avoir une communication souple. En fait, ce n'est pas normaliser nos idées, c'est normaliser leur personne. C'est une distinction qui est fine, mais je pense qu'elle est essentielle puisqu'elle implique un nombre incalculable de choses sur les positions politiques que l'on tient. Nous voulons bien sûr devenir la norme, mais nous voulons normaliser notre système de pensée, nous ne voulons pas normaliser nos personnes. Nous avons, effectivement, on revient sur ce que disait Cédric au début, c'est cette histoire de la droite normée. Eux veulent être dans la norme, ils veulent être la droite normée, ça veut dire celle qui correspond à la norme normale des gens, mais la norme actuellement c'est la décadence, c'est la ruine de notre pays. Donc ils veulent s'accommoder de ça pour faire passer quelques idées, ou plus précisément pour faire assimiler leur personne à leur système. Nous portons radicalement en faux, et finalement je dirais que c'est la distinction essentielle en termes de stratégie, mais en termes de vision du monde entre les identitaires et les nationalistes. Nous voulons normaliser notre système de pensée, eux veulent normaliser les personnes qui soutiennent un système de pensée. C'est radicalement différent et ça a des conséquences énormes. Il y a quand même quelque chose que j'aimerais faire remarquer, c'est que tous ces défenseurs de l'identité, les militants identitaires qui nous vantent la chute de la démographie européenne comme étant l'urgence absolue, ils nous le vendaient il y a déjà 10 ans en arrière, et en l'espace de 10 ans, tous ceux qui ont pris la parole sur la scène publique à l'époque, qui ont commencé à se faire connaître, et qui sont arrivés encore maintenant sur la scène, en 10 ans, ils n'ont pas été foutus de faire plus de 2 gamins dans le meilleur des cas. Donc au bout d'un moment, c'est bien beau de venir casser les sabots à tout le monde en parlant d'urgence démographique, il faut lutter contre l'islam et faire des gosses. Un, ils iraient à la messe, de deux, ils se seraient mariés et ils n'auraient pas fait qu'un, 2, voire 0 gamin. Ils en auraient déjà une ribambelle. Oui, alors tu anticipes un peu sur la question que je voulais poser, à savoir quelles sont finalement les causes de cette position, de ces positionnements. Alors je pense qu'il y a effectivement l'urgence démographique. Est-ce que c'est la seule ?
Est-ce qu'il y en a d'autres? Et en fait, je pense, Hilda, que ça me fait penser un peu à la rhétorique jacobine de la patrie en danger. C'est-à-dire, lorsque les Jacobins sonnaient le tocsin, avec le paradigme, c'est-à-dire le- l'argument de l'urgence, de l'urgentisme, eh ben, il se retrouve à y avoir une panique, et cette panique se traduit au niveau des idées, et cette panique idéologique fait beaucoup de mal, car les gens ne pensent pas bien, ne pensent pas correctement, et cette urgence est vraiment activée comme un bouton pour empêcher les gens de penser correctement et de se référer à la doctrine nationaliste de toujours, qui est une boussole qui nous permet de nous orienter dans les brumes de la modernité. Oui, effectivement. Moi, je suis d'accord avec Koba. Je pense que ça conduit à une véritable perte de temps. Donc, il y a cette raison-là de l'urgence démographique, mais également, je pense, des raisons historiques liées à la politique électorale notamment, et on a vraiment l'impression qu'on est revenu 50 ans en arrière avec la résurgence de ce monstre qu'est l'idéologie occidentaliste. Ça avait vraiment disparu complètement du camp national. C'était quelque chose qui a été complètement oublié. Je pense qu'il y a 5 ou 10 ans, personne pouvait se dire qu'on aurait vraiment toute une frange importante de l'extrême droite qui serait pro-israélienne, ou un tas de trucs comme ça qui seraient ouvertement pour le libéralisme, qui serait complètement américanisante, complètement occidentaliste. C'est quelque chose qui avait complètement disparu finalement des schémas de pensée de l'extrême droite et encore plus de l'ultra-droite. Et finalement, c'est de retour. C'est de retour, et je pense qu'il y a une raison effectivement de l'urgence démographique, et une raison également finalement qui est un peu liée. Finalement, on est dans la même situation au niveau électoral qu'il y a 50 ans. On a l'impression qu'on est 50 ans en arrière. Effectivement, il y a 50 ans, en 1976, il n'y avait pas de parti vraiment nationaliste de masse. Le FN était un groupuscule. Il avait complètement échoué en 1976. Depuis 1972, à émerger. Il émergera bien plus tard. Et donc, il y avait cette volonté finalement de soutenir le parti de droite de l'époque. Comme aujourd'hui, finalement, à l'approche de 2027, il y a la volonté de soutenir le RN, de faire passer le RN à tout prix. D'ailleurs, beaucoup de commentaires politiques aujourd'hui ne sont que des commentaires sur comment le RN devrait obtenir plus de voix aux prochaines élections. C'est ce que font Rogy, c'est ce que font certains, même dans notre camp. J'ai vu des tweets de Raphaël Emma, par exemple, qui étaient intéressants sur le plan stratégique, cela dit, mais qui parlaient justement de cette question purement électorale, comment faire passer le RN. Alors qu'en réalité, lorsqu'on est nationaliste, on s'en fiche complètement de faire passer le RN, parce que ça n'aura aucune incidence sur la vie de notre nation, ça n'aura aucune incidence en politique, comme on peut l'observer en Italie avec Meloni, où ça n'a aucune incidence. Mais donc il y a cette volonté, je pense, effectivement, de faire passer le RN, qui fait partir un peu un certain nombre de personnes en vrille. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y avait une véritable guerre, je pense, de doctrine, une guerre de fond, une guerre d'idées, il y a 50 ans, entre ce camp occidentaliste, qui finalement était peut-être déjà majoritaire à l'époque, et quelques rares personnes qui déjà à l'époque mettaient en garde l'ensemble du camp national contre ces idées complètement stupides, contre l'occidentalisme. Et finalement, c'était peu de personnes. Il y avait François Duprat, il y avait Pierre Sidos, il y avait Jacques Ploncardassac, il y avait Henri Coston. Mais il y avait finalement, si on reprend à l'époque, il n'y avait que quelques personnalités, que quelques rares mouvements qui mettaient en garde véritablement contre l'occidentalisme. Et il faut observer que ces idées ont prise, au moins en partie, au sein du Rassemblement national. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen, même s'il a eu une époque libérale, il est revenu dans les années 90-2000 sur des positions, notamment sur les questions géopolitiques et internationales, sur des positions plus fidèles au nationalisme historique, sur une rhétorique d'ailleurs plus anti-droite. Il y avait la blague UMPS, c'est-à-dire le PS est comme l'UMP finalement, alors qu'aujourd'hui on voit bien que l'extrême droite est revenue de droite. L'extrême droite, à un moment donné, avec le Front National, n'était plus de droite, parce qu'il y avait cette blague notamment UMPS, la droite, la gauche, c'est pareil, c'est pourri. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que l'ultra-droite et l'extrême droite redeviennent de droite, ils veulent se rattacher encore une fois à la droite et au parti le plus important. Et donc il y a cette idée aussi que finalement, à l'époque, le FN cadrait, et d'ailleurs Julien Rogy, à l'époque où il était encore au Front National, avait fait des voyages en Iran, il avait fait des voyages en Syrie, il avait fait des voyages en Iran,
il était interconnecté finalement avec toute une galaxie de droite radicale, une galaxie de type nationaliste, qui l'ont emmené faire des voyages. Il a rencontré des hauts dignitaires iraniens, il a rencontré des hauts dignitaires syriens, et il était lui-même, il l'avoue, à l'époque, dans une optique ouvertement anti-américaine, dans une optique finalement non pas tiers-mondiste, mais nationaliste, c'est-à-dire vraiment en faveur de l'indépendance de notre nation, et notamment de ne pas sombrer dans un anticommunisme primaire ou même finalement, parce que c'est là aussi qu'on voit que sur le plan idéologique, on est revenu 50 ans en arrière, puisque les deux thèmes de l'époque à la sortie de la guerre d'Algérie, c'était tout contre le bougnoul et tout contre le communiste. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on est un peu revenu au même stade avec tout contre Mélenchon et tout contre les populations maghrébines. Donc, je pense qu'en fait, sur le plan idéologique, on est au point, et je pense que la chute du RN a bien joué, puisque même Rojdi, qui était dans l'autre camp, a aujourd'hui basculé dans l'occidentalisme. Mais je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il ne faut pas confondre l'occidentalisme des années 60-70 qui pouvait s'expliquer par, comme je le disais en début d'émission, la présence d'un bloc soviétique d'un côté et d'un bloc américain de l'autre, avec l'occidentalisme d'aujourd'hui forcené, qui est pro-américain et pro-israélien. Je pense que le raisonnement n'est pas du tout le même. Et je pense que typiquement, le raisonnement des identitaires pro-Occident, enfin occidentalistes actuels, il vient du fait que, c'est la génération qui n'a connu que l'hédonisme, l'individualisme et l'égoïsme, et ils sont imprégnés de ça, ils n'arrivent pas à s'en dépatouiller. Et aussi, ils n'ont pas de vision politique sur le temps long, comme pouvaient l'avoir les générations qui nous ont précédés. Pierre Sidos le rappelait assez régulièrement, il disait que lui, sur sa modeste existence, il avait connu la Troisième République, l'État français du Maréchal, la Quatrième et la Cinquième. Il avait connu quand même 4 régimes politiques différents à l'échelle de sa modeste vie. Donc, je pense que ça vient de là aussi, le problème de l'occidentalisme qu'on connaît aujourd'hui. De toute manière, même si certains ont pu connaître, tu parlais de Rojdi qui a fait des voyages à l'époque à l'étranger parce qu'il fréquentait les sphères radicales du camp national. En fait, c'est des mecs comme lui. Alors, il est peut-être très sympathique dans le privé, hein, j'en doute pas. Mais en réalité, il a des bouquins à vendre. Voilà, il s'est fait sa petite renommée en ayant des positions pas très radicales. Si on creuse réellement, alors qu'ils paraissent radicales pour la ménagère de 50 ans et le mec qui tourne des boulons chez Renault et qui malheureusement qui a pas de culture politique. Mais en réalité, c'est un pantin qui va là où on veut bien qu'il aille, et qui sert la soupe à nos ennemis premiers, à savoir le sionisme et le judaïsme politique. Et quand on prend d'autres individus du même acabit, tu parlais de Raphaël Emma qui effectivement parle de l'arrivée du RN le plus vite possible. Parce que ce brave garçon n'a pas compris, parce que bon, Raphaël Emma, en ce qui me concerne, j'ai déjà croisé, il est pas méchant comme gars, il peut être très sympathique, hein. Mais typiquement, quand il parle de faire venir le RN le plus vite possible, ce qu'il n'a pas compris, c'est que le jour où Ténésoun se prendra une dissolution et qu'ils s'en prendront plein la fif au niveau judiciaire, bah, le RN ne viendra pas les aider. Alors le RN, ils sont très contents de venir se présenter quand il faut faire un hommage à Quentin Durand, organisé par Ténésoun devant le palais de justice d'Aix-en-Provence. Mais autant te dire que le jour où ils se prendront une procédure de dissolution, eh ben, le RN ne viendra pas leur sortir le cul des ronces. Voilà, tout simplement. Donc il faut arrêter, il faut que ces militants identitaires, là on parle d'Emma, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, il faut que ces militants identitaires arrêtent de penser que le RN est la solution absolue, et que ce soit même un premier pas vers une solution. En réalité, le RN, maintenant, depuis l'arrivée de Marine Le Pen et ce que certains appellent la gauchisation du RN, bon, moi j'appelle ça tout simplement le reniement, la dédiabolisation et le reniement, hein, font partie maintenant du problème, Alors, comme je le disais, pour le gars qui n'a pas nécessairement de culture politique et qui ne s'y intéresse pas, il n'arrive pas bien à comprendre pourquoi le RN fait partie du problème, bah, c'est à nous, en tant que militants nationalistes, de lui expliquer, tout simplement. Alors, je souscris complètement à l'analyse sociologique que tu viens de faire et qui explique un peu pourquoi on a ce retour de l'occidentalisme. Mais je reste
je continue à penser que c'est comparable avec ce qu'on avait connu il y a 50 ans et que les conséquences d'ailleurs sont comparables. Puisqu'à l'époque, effectivement, l'occidentalisme n'était déjà pas justifiable, puisque les personnalités les plus importantes et les plus droites avaient déjà pris position. Pierre Sidos était déjà frontal, Maurice Bardèche, Pierre Sidos, tous les écrivains qui précisément par la suite ont fait référence étaient déjà à l'époque isolés et étaient opposés déjà à l'occidentalisme. Et sur les conséquences, je pense que c'est assez comparable, puisque finalement, à l'époque, on s'est retrouvé dans le camp national, dans le camp nationaliste, avec une guerre entre finalement ceux qui voulaient faire émerger une structure politique indépendante et autonome vis-à-vis des partis au pouvoir, et ceux qui, c'était notamment le cas du Front National, et ceux qui, comme le Parti des Forces Nouvelles, voulaient finalement, qui était déjà un peu une sorte de nouvelle droite, voulaient s'insérer dans les rouages du système, voulaient influencer de l'intérieur le parti de droite de l'époque, et finalement c'était ça finalement. On a même eu finalement le GUD qui a fait finalement la campagne de Giscard d'Estaing à l'époque. Comme aujourd'hui, on a des braves gars qui vont faire la campagne du RN. Finalement, on a une comparaison, je pense, qui est tout à fait possible, alors qu'à l'époque, à la campagne de Giscard d'Estaing, c'était déjà, il avait déjà fait passer l'avortement, etc. Comme aujourd'hui, Marine Le Pen a déjà constitutionnalisé l'avortement. Finalement, on est dans une situation qui est assez comparable, je pense, et qui est identique en termes de conséquences. Et identique dans la mesure notamment où finalement il va y avoir, notamment à l'approche de 2027, cette différence de vision qui en plus sera concurrencée par des visions radicalement différentes en termes d'idées, de géopolitique, mais on va voir cette division entre ceux qui vont vouloir influencer de l'intérieur le RN et qui vont tout faire pour que le RN passe, quitte à essayer de marginaliser ceux qui essayent de créer une alternative, essayer de diaboliser ceux qui essayent de créer une alternative, et ceux qui vont essayer de créer une alternative et qui nécessairement vont se retrouver en opposition frontale avec le RN et avec ceux qui sont du côté du RN. Et finalement, à l'époque, ça a été assez violent, notamment entre le FN et le Parti des Forces Nouvelles. Le FN qui était d'ailleurs plus groupusculaire que le Parti des Forces Nouvelles. Et justement, tout cet occidentalisme a fait retarder l'émergence à l'époque du Front National. Comme je pense que d'ailleurs tout cet occidentalisme qui essaye d'influer sur tous les milieux de la droite radicale, on pourra en revenir peut-être, sur certains événements auxquels où certains d'entre nous ont pu participer et où on a vu des choses un peu délirantes, mais qui essaient d'influencer et qui vont retarder l'émergence de ce que nous on essaie de créer, c'est-à-dire un front nationaliste, c'est-à-dire une alternative indépendante. À l'époque, ça a beaucoup retardé, je pense. Donc je pense quand même que c'est comparable et que on peut avoir une lecture historique qui est intéressante pour aujourd'hui. Alors, effectivement, il y a des comparaisons à faire. Maintenant, le contexte n'était pas le même, donc c'est pour ça que Cédric faisait une différence, notamment le Parti des Forces Nouvelles à l'époque où il y avait le bloc capitaliste et le bloc soviétique. Et puis, je reviens à dire que eux n'avaient pas eu d'expérience comparable, en tout cas sous une forme qui s'en rapprochait de ce choix, n'avaient pas eu d'expérience similaire dans le passé à analyser pour prendre du recul, ce qui n'est pas le cas de ceux qui font ce choix actuellement et qui est beaucoup plus opportuniste qu'une réelle adhésion à une vision du monde. Et c'est ça qui rend cet occidentalisme encore plus ignoble aujourd'hui, c'est qu'il est basé sur de la lâcheté, sur des calculs politicards absolument infects. Et on voit bien avec Julien Rochdy, qui, comme l'a rappelé Bruce, allait faire des déplacements dans des pays comme la Syrie, même comme le Donbass. Maintenant, effectivement, on voit bien la différence. C'est aussi entre les nationalistes, qui sont d'ailleurs qualifiés de tiers-mondistes, hein, donc, qui est un peu le personnage dans les... Alors, je dis c'est marrant parce que les mêmes qui nous traitent de tiers-mondistes quand on défend l'Iran, quand on défend la souveraineté des nations face à l'empire judéo-wanki, sont les mêmes qui se satisfont et qui justifient le tournant assimilationniste du RN au nom de la stratégie électorale. C'est vrai que avec tout ce que vous avez soulevé, on peut considérer que tout ça reste quand même assez théorique, mais je pense que ça a de véritables conséquences et incidences pratiques
c'est ce que tu disais, Bruce, que ça a vraiment des répercussions et on a pu le voir notamment, par exemple, dans certaines invitations qui ont été faites lors je crois que c'était le colloque d'Academia, si je ne me trompe pas, qui s'est tenu il y a peut-être 1 ou 2 semaines, je n'ai plus la date en tête, à Paris, où on a vu que qui était invité, notamment, hein, parmi d'autres personnes, bien évidemment. Il y avait notamment Némésis, qui était invité et qui avait en tout cas un stand, et il y avait Julien Rochdy qui était invité comme intervenant. Là, on a pu voir qu'il y a, alors je ne sais plus non plus si c'est le congrès ou le colloque de l'Iliade, hein, qui se tient, prochainement. Et de même, Alice Cordier est invitée à prendre la parole. Donc ça a vraiment des conséquences pratiques sur les événements militants de groupes qui sont censés quand même plutôt appartenir au camp nationaliste. Hein. Quand on pense à Academia ou à l'Institut Iliade, ce ne sont pas censés être des organisations qui étaient sur de telles positions doctrinales. Alors, est-ce que vous voulez développer un peu sur ce point? Alors, pour l'Institut Iliade, étant donné qu'il parte de Dominique Vénère, c'est peut-être moins incohérent qu'Academia Christiana. Maintenant, moi, j'ai été bien plus gêné, même si je comprends les critiques adressées sur ce qui concerne Némésis et notamment leur position géopolitique désastreuse. Mais je dois dire que la présence de Julien Rochdy à Academia Christiana est quand même assez fort de café quand on rappelle les propos et les posts ignobles qu'il a émis sur l'affaire Jeffrey Epstein. Donc voilà. Et puis je trouve qu'il a un côté assez, comment dire, il me fait penser à certains religieux chrétiens américains. C'est un mélange entre un côté pasteur évangéliste et business et argent facile qui est assez usant et hypocrite. Moins de débats, plus de batailles, et donc moins de blabla, plus d'action. C'est bien le problème, c'est que ces soi-disant influenceurs ont bien une influence malencontreuse et on le voit bien lors de leur invitation à des événements parce qu'il y a une véritable porosité de facto qui s'effectue. À partir du moment où les frontières de la mouvance dite nationale sont floues et qu'on invite finalement des groupes comme Némésis, par exemple, qui se revendiquent d'un féminisme de droite qui est parfaitement antinomique, hem, finalement on se trompe et on tombe dans l'impasse car on est dans une volonté de faire une union sacrée, on est même dans une stratégie un peu, que je dirais, qui a été celle du Concile Vatican II, qui est une stratégie, on va dire, apostolique, de vouloir intégrer finalement, des éléments, on va dire, étrangers, dans l'objectif, d'en faire en l'occurrence dans le congrès d'Académia, d'en faire des groupes catholiques de facto, dans une stratégie de ralliement. Mais on voit bien que si on laisse rentrer le féminisme et l'identitarisme, heu, de la même manière que le pape Léon XIII a voulu que les catholiques se rallient à la démocratie pour catholiciser la démocratie, c'est la démocratisation du catholicisme qui s'est effectuée avec l'intrusion du virus moderniste. Donc vouloir plaire à l'époque, vouloir être à la mode, vouloir, comme l'avait dit très bien Bruce, vouloir être normalisé à défaut de vouloir que le monde soit la norme, c'est toute la différence et c'est ce qui fait la différence entre eux et nous, c'est-à-dire entre les identitaires et entre les nationalistes. Alors très honnêtement, en ce qui me concerne, j'ai pas d'a priori, enfin j'ai pas d'a priori, j'ai pas vraiment d'expérience avec les événements d'Academia Christiana ou même les colloques ou événements de l'Iliade. Moi, je vois ça de loin, mais c'est vrai que quand je regarde les invités et les reportages photos qui sont très bien faits au demeurant, les photos sont magnifiques, mais quand je regarde l'ensemble, j'ai l'impression voilà que c'est la ce qu'on appelle la droite normée, donc la droite sans couilles, la petite bourgeoisie de les petits révolutionnaires de salon là qui se retrouvent et tout le monde, les petits gars, petites chemises, des petites vestes, les petites pochettes. On va aller au rallye faire un rock'n'roll avec Geneviève. Voilà, c'est formidable. Ces demoiselles qui portent leur jupe longue et tout. Alors, très jolie fille à ces événements, c'est formidable. Hein. Mais honnêtement, j'ai envie de dire, mais ça a l'air chiant, inintéressant. Enfin,
Moi, honnêtement, c'est un truc. Alors, vous allez dire, ouais, mais toi, t'es un vieux ravagé qui roule à 150 sur les départementales et qui a des tatouages. Alors, d'accord, il y a peut-être mon côté ancien skinhead qui remonte, je vous l'accorde. Mais au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. J'ai vraiment l'impression. Je me dis, mais heureusement que ces gens-là se revendiquent pas être nationalistes, parce qu'en fait, il y en a certains, ils ont rien à voir avec nous. Je suis désolé, mais quand on voit Némésis qui se pointe, mais je veux dire, Némésis, les nanas, elles sont pro-israéliennes, elles vont faire des photos avec son excellence, l'ambassadeur de Tel Aviv, Dieu sait pas où, là. Rojdi qui nous traite de connards tous les deux tweets, veut dire, bon, vous êtes gentils. Et puis, je suis désolé, mais la sphère, bon, j'ai déjà attaqué les cathos tradis en ce qui concerne la politique dans, dans nos émissions. Mais en fait, moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que des associations comme Academia Christiana, Civitas ou autres luttent pour rechristianiser le pays. Je veux bien, mais au bout d'un moment, c'est pas en faisant juste ça que vous allez réussir à redresser le pays. C'est un ensemble de choses. Il y a toujours cette phrase, toujours cette devise, ora et labora, prier, travailler, prier et agir. Donc en réalité, faut faire les deux. C'est comme on disait tout à l'heure. Il n'y a pas la politique et le parapolitique, il y a la politique, point final. Comme vous avez pas la prière d'un côté ou le travail de l'autre. Non, c'est les deux qui vont de pair. Et c'est comme ça que vous arrivez à mener un combat et il vous faut vos deux jambes pour marcher. Et j'ai le sentiment que, déjà, le colloque de l'Iliade, etc., quand je vois les invités, bon, honnêtement, même si c'était à 20 km de chez moi, ça me donnerait pas envie d'y aller. Et quand je vois des structures comme Academia Christiana, Civitas ou d'autres qui ont l'air d'être lancées sur de très bonnes volontés, hein, c'est pas le problème. Je me dis qu'il manque quelque chose. Il manque justement ce côté vraiment révolutionnaire. Alors, je dis pas qu'ils doivent tous se balader en gilet par éclat avec des fusils d'assaut, hein, mais bon, un petit peu de vigueur, c'est bien. Je veux dire, c'est voilà. Oui, effectivement. Après, il faut bien avoir l'idée que chaque militant nationaliste, chaque jeune militant qui a un peu de temps, s'investit dans un certain nombre de structures qui sont pas forcément ouvertement nationalistes ou autres. Hein. Ça peut être dans des associations sportives ou autres, académia ou autres. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que je pense que quand c'est pour essentiel de jeunes militants nationalistes qui font tourner la baraque, et c'est le cas dans un certain nombre de groupes, je pense à Academia, dans certaines sections à Lyon, c'est que des jeunes nationalistes qui font tourner la boutique. Il n'est pas normal dans ces conditions que des intervenants finalement qui ne sont pas du tout sur nos positions, des intervenants même qui sont sur des positions inverses des nôtres, je pense à Némésis notamment, puissent avoir droit de citer, puissent avoir la parole. Il faut vraiment, je pense, et c'est peut-être la conclusion un peu que j'ai envie de dire ce soir, je pense que dans cette guerre civile dont parle Rojdi, finalement une guerre civile qui existe, il faut vraiment que les jeunes militants nationalistes, partout où ils aient de l'influence, se débrouillent pour faire que les autres militants qui se posent comme nos ennemis n'en aient pas. Il n'est pas normal que dans une paroisse, des jeunes filles tradies puissent être membres de Némésis, d'une paroisse tradie, des jeunes filles puissent être membres de Némésis. Je trouve ça complètement délirant. Donc il ne faut pas que Némésis ait droit de citer dans nos paroisses, il ne faut pas que Némésis ait droit de citer dans finalement dans toutes les associations, dans tous les endroits où c'est nous, les nationalistes, qui faisons tourner les choses, c'est nous qui assurons la sécurité, le service d'ordre. Finalement, quand les personnes nous déclarent la guerre, quand les personnes sont sur des positions qui sont l'inverse de celles des nôtres, que ce soit sur la question israélienne, nous ne pouvons pas tolérer évidemment c'est des personnes qui sont ouvertement sionistes dans nos rangs, nous ne pouvons pas tolérer des personnes qui promeuvent des idéologies qui détruisent notre pays comme le féminisme ou autre. Donc il n'est pas normal que finalement elles aient non pas en tant qu'individu, mais en tant qu'association, en tant que groupe, droit de citer dans toutes les structures où finalement, même si elles ne sont pas ouvertement nationalistes, ce sont des nationalistes ou qui font tourner la chose, ou même lorsque un nationaliste, parfois, dans certaines associations, c'est lui le plus investi, c'est lui qui permet de tout faire marcher. Il n'est pas normal de tolérer cela. Donc, je pense qu'il est possible collectivement de faire remonter les problèmes et de trouver le moyen, finalement, de stopper cette dérive et cette résurgence de ce monde continentaliste. Voilà ce que je voulais dire pour terminer. Oui, alors après aussi, je parlais de vide à remplir. Je prends un exemple très simple. Certaines personnes se plaignent à juste titre de la ligne de frontière ou d'autres médias qu'on pourrait qualifier de droitardés comme TVL,
Mais je constate qu'il y a trop souvent une critique sans une réponse. Et donc ce qu'il faut faire, à mes yeux, c'est justement proposer plus de contenu venant de notre mouvance afin de ne plus avoir un vide qui soit rempli par des gens qui ne sont pas de notre mouvance. C'est la même chose avec les gauchistes. Malheureusement, certains sujets sont abandonnés à ces guignols, comme le social ou le sujet palestinien, en tout cas pas assez abordé. Et donc ces gens-là pourrissent la chose et font leur travail de tapin du système en le neutralisant de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il faut organiser le plus d'événements possible, je pense, qui sortent de cette logique de l'entre-soi, c'est bien choisi. Il va falloir que certains, s'ils veulent toujours assister à des événements, cessent de prendre des positions délirantes comme un sionisme fanatique, qui des fois d'ailleurs n'est même pas sincère, hein, qui est plus intéressé que idéologique. Et bon, le pire étant la débauche ou même l'insulte de victimes, comme l'a fait Julien Rochdy par rapport aux victimes de Jeffrey Epstein. Et en plus, bon, ceux qui nous déclarent la guerre, qui nous insultent, mais qui sont bien contents d'avoir des nationalistes dans le service de sécurité, parce que ce n'est pas eux qui iraient se confronter aux antifascistes ou à la police, la police qui ne se gêne pas des fois pour même arrêter ces petits opportunistes. Et ça, c'est très important. Merci à tous pour cette émission. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Est-ce que, Koba, tu aurais un petit mot de la fin? Et puis, je voudrais après qu'on termine sur une séquence rire, puisque Cédric nous a parlé d'une certaine anecdote qu'il n'a pas en réalité racontée à nos auditeurs, et je pense que ça pourrait les faire rire un peu. Alors, Koba, un petit mot de la fin, et puis on terminera avec la séquence rire animée par Cédric. Je dirais juste à nos auditeurs de ne pas tomber dans l'écueil de l'idéologique et de retomber dans le sérieux de la doctrine nationaliste. Voilà, on a choisi entre le frivole et le sérieux. Je vous invite à choisir le sérieux et à cultiver la vertu de l'espérance, car on triomphera de cette guerre civile idéologique, je l'espère, qui vive France. Merci beaucoup, Koba. Allez, un peu de rire pour se détendre. Cédric, tu as la parole. Allez, je vais essayer de vous raconter cette anecdote. Alors, ceux qui m'accompagnent ce soir, enfin, dans cette émission, la connaissent déjà parce que, prenant de l'âge, je radote énormément. On parlait de Julien Rochdy dans l'émission, et il y a peut-être bien une quinzaine d'années maintenant, j'étais à l'époque militant au Front National Jeunesse. C'était encore le Front National Jeunesse à ce moment-là, et Julien Rochdy en était le responsable national. Et un jour, il décide de descendre dans le département du Var, faire une sorte de tournée d'inspection, si vous voulez. Et on se retrouve, les militants du FNJ, quelques gars un peu plus anciens, et ce brave Rochdy dans un bar, comme on connaît tous les quartiers de France, pour faire cette rencontre militante, cette rencontre jeune. Et ce brave Julien commence à nous expliquer la manière dont il faut militer. Alors, bon, vous doutez bien que les Varois étant des êtres effrontés, voilà, c'était le mot que je cherchais, on n'était pas vraiment très attentifs à ce que le brave Julien nous racontait. Et parce que ce brave Julien avait oublié quelque chose, c'est lui qui débarquait tout frémoulu du siège de Saint-Cloud et qui lui découvrait certainement ce qu'était le militantisme, avait oublié une chose, c'est que dans le département du Var, les militants de ma génération avaient été formés par des gars qui n'avaient pas peur, pour paraphraser Primo de Rivera, n'avaient pas peur de faire parler les poings et les pistolets lorsque l'intérêt de la nation était en jeu, et surtout lorsqu'il fallait faire de la politique. Parce que le Var notamment était un repère d'anciens membres de l'organisation armée secrète que nous fréquentions, bien entendu, et qui ont raconté de folles anecdotes et qui nous ont expliqué maintes et maintes fois comment faire de la politique d'une manière ou d'une autre. Et donc tout ça pour dire que, bon, nous expliquer comment coller des affiches et comment faire preuve de prudence lors des collages, c'était typiquement quelque chose qui nous était complètement connu, vu les formateurs que nous avions. Et à un moment donné, voyant que
nous n'étions pas très attentifs, c'est le moins qu'on puisse dire, à ces consignes. Il s'est interrompu, il nous a regardé, il nous a dit quelque chose du style: si je vous emmerde, les gars, vous me le dites tout de suite et j'arrête. Bon, je vous laisse deviner, chers auditeurs, quelle fut la réponse de l'assistance. Quelle fut la réponse de l'assistance. Mais le plus beau vient quand même à la fin de cette histoire. C'est que ce brave Julien est parti quitter Toulon très vexé. Et lorsqu'il est arrivé à Saint-Cloud, il est allé voir Marine Le Pen, qui, je crois, était sur le point de prendre la suite de Jean-Marie, ou venait de la prendre, je ne sais plus exactement. Mais est allé voir Marine Le Pen en se plaignant comme quoi les Varois étaient insupportables, n'écoutaient absolument pas les consignes, qu'on n'en faisait qu'à notre tête, etc. Et je me suis laissé dire à l'époque que Jean-Marie Le Pen avait rétorqué: oui, mais eux, ce sont de bons militants. Voilà, donc voilà, donc c'était une petite anecdote assez sympathique. C'est pour ça que, notamment sur X, la section Var nationaliste, suite à une publication de Julien Rochdy, avait dit: les mecs comme Julien Rochdy, on s'est déjà payé à l'apéro il y a de nombreuses années lorsqu'il était au FNJ. Souviens-toi, souviens-toi, Sifour-les-Plages. Donc voilà, c'est lui, peut-être s'en rappelle pas, mais en tous les cas, tous les militants qui étaient présents à l'époque et qui sont toujours là se souviennent très bien de cette histoire. Merci beaucoup Cédric pour cette anecdote. Et je conclurai cette émission par une autre anecdote concernant Julien Rochdy, qui à l'époque de la succession soutenait Marine, même si il voulait se la jouer finalement assez nationaliste. Et une militante de l'œuvre qui était aussi au FN l'avait mis à l'amende, l'avait plaqué quand même contre un mur. Julien Rochdy, qui nous parle aujourd'hui des casseras de la dissidence, même n'avait pas fait preuve d'une très grande virilité, et elle lui avait dit toi, c'est quoi tes idées? Et il savait pas quoi répondre, et d'une voix certainement un peu tremblante, il avait répondu mais moi aussi j'ai lu Maurras et Barrès, pour essayer de justifier que non, mais lui aussi il était nationaliste, lui aussi était radical. Et elle lui avait répondu: bien moi aussi j'ai lu Anne Frank, et pourtant je suis pas juive. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui aujourd'hui nous parle de virilité, bon, il faut peut-être aussi rappeler ces petites anecdotes militantes qui feront rire, j'espère, nos auditeurs, et puis qui remettent un peu le personnage dans son contexte. De plus, il faut rappeler qu'il n'avait même pas eu le courage de soutenir Verrissen incarcéré. Voilà, la virilité, c'est bien dans les mots, c'est mieux dans les actes. Je terminerai en disant que le moins de débat, plus de bataille, c'est de Cédric, et que là, la phrase que je viens de dire, la virilité, c'est bien dans les mots, c'est mieux dans les actes, là c'est moi. Et je conclurai en disant une chose simple: suivons l'exemple de Pierre Sidos, et voilà. Sur ce, chers auditeurs, chers amis, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à commenter, à partager cette vidéo, et à rester connectés pour la prochaine émission qui sortira très prochainement.